Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Face à vous, Sophia Chikirou, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais vous faire écouter François Bayrou, qui était interrogé chez nos confrères d'RTL, notamment sur, vous vous souvenez, ce qu'avait dit François Hollande, à partir de 4 000 €, on est riche. Voilà la réponse du haut-commissaire au plan sur ces fameux 4 000 € par mois. À partir de combien est-on riche? Ça dépend si on parle du patrimoine. François Hollande avait dit c'est 4 000 € par mois. Pardon? François Hollande avait dit en son temps c'est 4 000 € par mois. 4 000 € par mois, pour moi, c'est classe moyenne. Pour moi, 4 000 € de revenus, c'était classe moyenne. Et je le prouve. Un couple d'infirmiers à l'hôpital, ensemble, ils gagnent entre 4 500 et 5 000 €. Un couple d'enseignants à la retraite moyenne d'un enseignant est de 2 600 € par mois, et un couple d'enseignants à la retraite, il gagne donc un peu plus de 5 000 € par mois. Est-ce qu'on peut prétendre que ces infirmiers et ces enseignants sont riches? Évidemment, c'est stupide et même d'une certaine manière insultant. Parce que derrière le mot riche, il y a une accusation de privilège qu'on connaît bien dans notre pays, et il s'agit de stigmatiser, de cibler. Voilà, alors François Bayrou qui donc est revenu sur cette polémique déclenchée par lui-même sur Facebook dans cette vidéo. Alors il précise qu'il parlait de 4 000 € par ménage, mais bon, c'est pas ce qu'il avait dit dans un premier temps. Est-ce que la France a un problème avec ceux qui gagnent de l'argent ? Bon, la France n'aime pas les riches, ça c'est bien connu. C'est d'ailleurs une originalité relative par rapport à ceux qui nous entourent. Aux États-Unis, on adule la richesse, on considère que c'est presque une preuve de moralité. En Grande-Bretagne, on accepte des inégalités stoïques. En Allemagne, on considère le chef d'entreprise comme un demi-dieu sur Terre. En Italie, on est capable de tomber amoureux des succès financiers de Berlusconi. Bon, en France, on n'est pas comme ça, mais on le sait, la France est un pays, c'est le pays de l'égalité. Le sentiment d'inégalité est plus fort en France qu'ailleurs, alors que les inégalités sont très fortes partout, d'ailleurs sous tous les régimes, quels qu'ils soient, et sur tous les continents. Mais ça n'est pas la France qui est le pays des inégalités. La France, c'est le pays du sentiment d'égalité, de la volonté d'égalité. Mais 4 000 € par ménage, ça fait 2 000 € par personne. On n'est pas riche. On ne peut pas dire que c'est un couple aisé qui touche 4 000 €. La première chose à dire, c'est remercier François Bayrou d'avoir, par cette polémique, relancé la discussion, le débat sur le partage des richesses dans notre pays, parce que ça fait quand même 4 ans que le président des riches a bien arrosé une certaine catégorie de la population, la plus aisée. Et donc il est temps, 1 an avant l'élection présidentielle, d'en redébattre et de parler de cette question de la richesse, et notamment de sa redistribution, de son partage via la fiscalité. Alors aujourd'hui, il se trouve qu'une enquête journalistique fait émerger la fuite, l'évasion fiscale organisée dans notre pays vers le Luxembourg. Quand on voit comment les grandes familles françaises, malgré tous les cadeaux dont elles ont pu bénéficier grâce à Emmanuel Macron, continuent d'aller placer leur argent au Luxembourg dans des compagnies opaques, etc. Donc on peut remercier François Bayrou de remettre ce sujet sur la table. Moi, je le salue pour cela. Savoir si à 4 000 € on est riche ou pas riche, honnêtement, c'est pas le sujet. L'Observatoire des inégalités place le seuil de richesse à 3 700 € par personne et par mois. Voilà, ce sont des choses un peu objectives, un peu déterminées. Il y a des Américains qui disent que le salaire du bonheur pour une personne, c'est 5 500 € par mois. Chacun voit son bonheur comme il veut. Il faut tirer plutôt les gens vers le haut, alors il faut plutôt espérer que tout le monde touche cette somme, plutôt que jalouser ceux qui la touchent. Super, l'augmentation du SMIC, par exemple, on peut en discuter. Pourquoi avoir baissé les APL? Macron, c'est la chose qu'il avait faite. Suppression de l'ISF, baisse des APL. De la moitié de l'ISF. Macron, c'est toujours le président des riches. De la moitié pour manger. Mais bien sûr, des ultra riches et des riches. Bon, alors, même en période de pandémie. D'abord, vous avez raison de faire la distinction. Parce qu'une chose est les fameux 1% de tout l'univers, hein, là, c'est vrai dans tous les pays, sur tous les continents, qui sont ceux qui, par exemple, depuis le début du Covid, ont vu leur fortune augmenter dans des proportions ahurissantes et évidemment choquantes. Mais il parle pas de ça, François Bayrou, il parle pas de ça. Je suis bien d'accord. Et je ne pense pas que 4 000, quelqu'un qui gagne 4 000 €, c'est le double de la moyenne. Combien de pourcentage de la population gagne plus de 3 000 €? Est-ce que vous le savez? Très faible.
Mais je le sais très bien, puisque la moyenne... 18% des Français, la moyenne, des salariés mais non, gagnent mais plus de... je le sais d'autant mieux que la moyenne est justement juste au-dessous de 2 000 €. Donc, évidemment. Mais ce que je veux dire... il dit faut tirer le... faut arrêter de paupériser la France. Il faut tirer vers le haut. Mieux payer nos chercheurs, mieux... Non, mais d'abord, il y a un certain nombre de choses à faire, de toute façon. Bon, c'est vrai que tout ce qui est évasion fiscale, c'est quelque chose qui est en soi répréhensible. Là, ça l'est pas. on essaye depuis très longtemps. Disons qu'on a des résultats qui sont des résultats modestes. Mais il y a aussi... Il y a une lutte. Ils font la chasse aux chômeurs, ils font la chasse à la fraude sociale qui représente quelques centaines de millions et ils laissent les évadés fiscaux continuer de se gaver. Non, mais là vous caricaturez. Mais non, je ne caricature pas du tout. Il n'y a pas eu un seul... Il y a une diminution du nombre d'inspecteurs. Vous caricaturez quand même. Il y a une lutte contre l'évasion fiscale. Il y a une comédie. Mais non, alors on peut dire qu'elle n'est pas suffisante. En Europe, mais de toute façon, alors, deuxième chose, donc je dis lutter contre l'évasion fiscale. Deuxième chose, évidemment, la question des paradis fiscaux. Il y a eu des tentatives, il y a eu des progrès d'ailleurs, mais enfin, il reste des paradis fiscaux, il ne faut pas raconter l'histoire. Pourquoi on n'y arrive pas ? Non, alors je sais comment il y a eu, pendant la crise de 2008, donc la crise financière. À ce moment-là, il y a eu une sidération collective des dirigeants des pays et qui se sont dit ça n'est pas possible que ça continue comme ça. Et il y a eu une tentative. Et pourquoi ils n'y arrivent pas ? Vous savez pourquoi ? Moi, je vais vous moi je le sais aussi, oui, mais allez-y. Moi, je ne veux pas on va parler vous retirer vos effets. des riches sur la classe politique, ce qu'on appelle la fameuse oligarchie et la façon dont elle prend le pouvoir et elle influence les dirigeants politiques et elle les tient. Et finalement, ils ne servent que ses intérêts. C'est un vrai problème, non ? Il faut sortir absolument l'argent de la politique, le distinguer. Et c'est la séparation de l'argent et de l'État qu'il faut organiser. L'idée selon laquelle il y aurait une oligarchie qui tirerait toutes les manettes et en tout cas, qui influence suffisamment. Qui tirerait toutes les malènes et que les politiques ne seraient que ceux qui mettent en œuvre des instructions ou des directives. Là, franchement, c'est du complotisme, ça. Mais ce n'est pas ce que je dis. Mais votre façon de répondre quand je pose le sujet, à chaque fois, c'est pas la première fois, c'est de m'amener en me caricaturant et en disant que je suis complotiste. Je ne le suis pas. Je crains que ce ne soit vous qui caricaturiez. Moi, je dis, il y a dans ce pays une telle influence des ultra-riches et des riches sur la politique et sur les hommes politiques français qu'il faut cesser, il faut couper le cordon. On ne peut pas avoir des hommes la France est l'un des pays où les impôts sont les plus élevés au monde. Non, c'est d'abord en termes de redistribution. Ce n'est pas la même organisation. Aux États-Unis, vous avez l'impôt national, vous avez les impôts fédéraux, les impôts communautaires. À la fin, vous avez à peu près le même taux d'imposition, sauf pour les entreprises, évidemment. Où là-bas, elles sont protégées. Et plus vous êtes... Je veux dire, les travaux là-dessus ne manquent pas, y compris des choses très sérieuses, y compris des choses très critiques d'ailleurs. C'est pas la question. La question, mais attendez quand même que je place le mot. Oui, mais c'est faux ce que vous dites. Je ne l'ai pas encore dit. Bon, enfin, vous avez le droit de trouver ça faux à l'avance. Ça fait partie de vos droits. Bon, mais ce qui est absolument évident, c'est que en France, il y a une fiscalité qui est plus élevée que dans d'autres pays. Et de même, en France, il y a, même si vous dites le contraire, une solidarité sociale qui est plus élevée, qui est plus... Mais attendez, je n'ai pas fini. Oui. Qui est plus élevée que dans les autres pays. Et depuis qu'il y a la crise du Covid, la France a fait pour ses concitoyens... Il y a toujours des progrès à faire, je ne vous dirai pas le contraire. Mais la France a fait pour ses concitoyens plus d'efforts que les autres pays. Vous confondez, vous mélangez. C'est les libéraux qui le font. Je n'ai pas l'esprit tellement obscur. Ils mélangent l'impôt et ce que nous avons, nous, comme système de cotisation sociale. Mais c'est pas à mélanger, les deux sont complémentaires. C'est un système qui est organisé depuis le sortir de la guerre, qui est une idée formidable, fabuleuse, qui est la sécurité sociale. Ce ne sont pas des impôts, ce sont des cotisations. La CSG, c'est pas un impôt ? Non, c'est une cotisation. C'est pas un impôt sur le revenu, la CSG ? C'est une cotisation sur le revenu, une cotisation de solidarité. Non, ça voulait être ça au départ. Ce sont des revenus différés, c'est-à-dire qu'au lieu de les percevoir là, vous les cotisez en cas de pépin de maladie, en cas de chômage et à la retraite, vous percevez des revenus qui sont votre droit. Enfin, vous allez écoutez, excusez-moi, mais sur ce point précis de la CSG, il n'empêche que quand la CSG sur les personnes
âgée a été augmentée, tout le monde a bien pris ça pour une pression fiscale supplémentaire. Bien sûr, vous ne pouvez pas me dire le contraire. On était en total désaccord d'ailleurs avec cette augmentation sur ça, c'est autre chose. les retraites. Ça, c'est autre chose. Voilà. Mais vous avez le droit d'être aussi critique que vous en avez envie, mais vous ne pouvez pas nier le fait que, au total, la France a plus de solidarité sociale que dans n'importe quel pays, sauf le Danemark. Et qu'au total, la France a une fiscalité, qui est d'ailleurs mal fichue par ailleurs, mais ça c'est autre chose, mais la France a une fiscalité qui est une fiscalité plus élevée. Et que les problèmes, alors qui sont pour le coup, enfin à mes yeux en tout cas, vraiment les plus choquants, parce que les plus inégalitaires, et bien plus massifs que les histoires d'impôts sur la fortune qui correspondent à 4 milliards, ce qui est dérisoire par rapport à l'ensemble, ce qui est beaucoup plus choquant, ce sont les GAFA, c'est-à-dire les immenses entreprises mondiales qui ne paient pas leurs impôts quand elles travaillent en France. Alors les 4 milliards, ça c'est vraiment un problème. Sur les 4-5 milliards d'ISF qui ont profité à 330 000 foyers fiscaux, c'est-à-dire plus de 9-10 000 euros par foyer, quand à côté on supprime, on baisse les APL et on les supprime à certains foyers, c'est 2,9 millions de foyers qui subissent la baisse des APL. Donc la disproportion, c'est-à-dire profiter à quelques-uns, une poignée déjà bien aisée, qui n'a pas besoin de plus, qui n'a pas besoin de thésauriser, qui ne manque de rien, et enlever aux autres, c'est terrible. Les étudiants font la chaîne pour se nourrir en ce moment. C'est pas à cause des APL, c'est à cause de la pandémie. Mais c'est un tout. Vous croyez qu'on arrive à cette situation comment? Aujourd'hui, les 5 euros d'APL qu'on leur a supprimés, c'est un repas. Pour les étudiants, Dieu merci d'ailleurs, on a quand même décidé que pour 1 euro, ils pouvaient avoir... finalement, on en reparlera. J'ai des témoignages d'étudiants. Quel est l'autre pays qui l'a fait? Allez, on s'arrête là. Merci à tous les deux.